Ouh, eh bah oui, voilà. Première fois et premier gros détournement de la règle, j'ai fait une news de quasiment une demi-heure. Bon, bref, pour ceux qui l'ont pas écouté, je vous comprends tout à fait, mais sachez que j'évoque des questions importantes à mon avis sur la réouverture des cinémas. Quoi qu'il en soit, ça ne vous intéresse pas et donc vous êtes là pour la critique. La critique définitive totale, la critique absolue, la critique que le YouTube Game attendait, la critique de Tchernobyl. Alors la première chose qui marque, comme d'habitude dans les séries HBO, c'est la teneur globale de la qualité. Qu'on comprenne bien. On va mettre une sorte de maître étalon. La dernière série qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est WandaVision. Je vous ai fait un podcast dessus, allez-y, vous aurez mon avis. Je l'ai trouvé d'une excellente qualité, d'une excellente teneur globale. Mais dans les 2 derniers épisodes, elle, à mon sens, ou dans le dernier, je crois que c'est le 2 derniers ou dernier, à partir du moment où la révélation est faite, je ne veux pas spoiler, de l'antagoniste de la série, j'ai trouvé que on rebasculait grosso modo dans du film de super-héros relativement lambda. Très bien écrit, hein, j'insiste, je vous renvoie à ma partie spoiler, notamment sur WandaVision, mais en termes de réalisation, il y avait un côté step back, on fait un petit pas en arrière. Ouais, je sais, je parle anglais. Avec moi, ça fuse tout de suite, tu vois, you know what I mean. New York City, you know, Jean-Claude Van Damme. Enfin, vous voyez, quoi, ça, tout de suite, ça tape. Non, je sais, je devais plus faire ça, excusez-moi. Donc, c'est juste pour dire que ça, c'est... Je vous rends plus intelligent, merci de rien. Nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul. C'est trop nul. Tactiquement, techniquement. Bref, le standard de qualité des séries HBO, je trouve, est légèrement au-dessus. J'ai fait une critique aussi, notamment de la série Watchmen. Il y a des défauts, c'est pas forcément des séries parfaites, mais elles ont une teneur globale extrêmement solide. C'est-à-dire que le fond, la forme, et pour aller plus loin en termes de cinéma, le scénario, la direction d'acteurs, les dialogues, la photographie, le montage, les effets spéciaux, tout est dans un niveau, on va dire, vraiment solide. Il n'y a pas... j'aime bien prendre l'exemple de la série Watchmen. À aucun moment, il y a des gens qui ont souligné que pour une série de super-héros, elle était très solide en termes d'effets spéciaux. Ça a l'air con ce que je vous dis, pas du tout. Je vous renvoie notamment à ma critique des séries comme Doom Patrol, ou plus de manière plus critique, la deuxième saison de la série Titans. On bascule vraiment dans le Toys R Us, hein, c'est-à-dire dans les jeux pour enfants, quoi. C'est le costume, on dirait un costume joué, les chorégraphies deviennent d'un seul coup dansées et perdent complètement en impact, les personnages ont l'air d'être endimanchés comme pour un cosplay. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de mauvaise gestion de l'univers du super-héros. Pour moi, c'est l'archétype de ça, c'est la deuxième saison de Titans, où vraiment on perd le contrôle du volant, quoi. C'est-à-dire que vraiment, première saison, ils avaient réussi à créer cette étrange distorsion entre des personnages qui ont l'air de comic book personnages, donc vraiment, vous voyez le masque de... Je caricature, mais c'est Batman, mais version années 50, dans la rue, qui se tabasse avec des gars, machin. Bon, vous voyez le genre, quoi, le mec en collant. Et ils avaient réussi à trouver un bon équilibre dans la saison 1 de Titans, parce que c'était très dépressif, on était vraiment dans une sorte de truc désenchanté, ils avaient quelque chose de ridicule, mais ça correspondait au fait qu'on était dans une sorte de fin de cycle, ça n'allait plus. Et dans la saison 2, ils font une sorte de pirouette, bon déjà la fin de la saison 1 était très problématique, mais dans la saison 2, ils font une sorte de pirouette, et en fait ils désassument complètement ça, et du coup c'est ridicule. C'est-à-dire que les personnages n'arrivent plus à sortir du côté... série télé d'ici à la Flash, à la Arrow, c'est-à-dire qui dit non mais pour moi c'est des séries qui vous tapent toujours sur le coude en disant non mais c'est un truc de super-héros, si tu passes au-dessus de ça c'est génial dramatiquement, tu vois, mais toi t'as envie de lui dire non mais attends, je le vois le costume de Flash qui ressemble à un pyjama là, non mais là, va au-dessus, va au-delà mec, c'est comme à l'époque dans les comic books, tu vois ce que je veux dire, les mecs qui dessinaient, tu vois, Jack Kirby, tu vois, ça ressemblait pas à un mec, tu vois, mais t'étais à fond dedans, tu vois, ouais non mais attends mec, c'est de la BD, plus tu dessines de manière, je perds mes mots aujourd'hui, plus tu dessines de manière synthétique et plus on est dedans, hein. C'est-à-dire c'est l'inverse c'est complètement l'inverse du média audiovisuel. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, mais plus en dessin, plus vous faites dessiner un personnage synthétique, vous savez c'est le fameux visage avec un rond, 2 points et un trait là, pour faire la bouche, plus le spectateur va se projeter dedans. Plus facilement. Plus le dessin est réaliste et moins on va se projeter, plus on va se sentir à distance de l'histoire. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez me dire mais non, mais c'est des conneries, le réalisme en général, les gens sont là, plus c'est réaliste, plus c'est spectaculaire et tout. Oui, c'est spectaculaire, mais les BD qui se vendent les plus, les BD où les gens sont le plus dedans, c'est des mangas.
où par définition les personnages n'ont pas du tout des traits réalistes, par exemple. Ou alors, même si vous regardez à l'époque des grandes périodes belges, les BD belges qui se vendaient le plus, c'était pas Blake et Mortimer qui avaient des personnages un tout petit peu plus réalistes, ou des mecs comme Ricochet. Allez-y, tapez ça, hein, tous les millennials qui m'écoutent, vous allez voir un petit peu, juste pour voir, allez sur Google, écoutez ça, regardez un petit peu la gueule que ça a, comme ça vous saurez un petit peu en termes d'histoire de la bande dessinée. La BD belge, c'est ce qui cartonnait dans les années 80 notamment, entre autres, jusqu'à l'arrivée de l'explosion du comic books dans les années 90 en Europe, mais milieu des années 80, début des années 90, mais avant c'était la BD belge, et il y avait donc cet éventail qui allait grosso modo, on partait de Ricochet, qui était dans une sorte de réalisme plus ou moins du personnage, je mets de gros guillemets, jusqu'à Tintin, et ce qui se vendait plus, c'était Tintin. C'était Snoopy. Le personnage synthétique nous permet de nous y inclure. Pourquoi ? Et là, vous êtes des gens intelligents parce que vous vous dites non, mais attends, il dit ça de manière arbitraire. Non, 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 non. C'est très précis ce que je vous raconte, ça va chier. C'est quand même bien fait. Et je me rends compte que j'ai fait une circonvolution monstrueuse, mais je vais faire très vite là. En l'occurrence, c'est dans une BD qui s'appelle L'Art Invisible de Scott McCloud. Si vous ne connaissez pas les principes de la BD et que vous voulez les apprendre de manière intelligente, efficace, lisez cette BD, elle est formidable, elle date des années 90, c'est un chef-d'œuvre qui vous explique parfaitement et qui vous donne à ressentir parfaitement comment fonctionne la bande dessinée. C'est génialissime. Vous voulez faire de la BD, lisez L'Art Invisible. Vous voulez connaître la bande dessinée, lisez L'Art Invisible. Vous vous intéressez pas à la BD et vous devez absolument découvrir la puissance de la BD, lisez L'Art Invisible. Dans L'Art Invisible donc, Scott McCloud explique que physiologiquement, quand nous parlons à quelqu'un, nous concevons complètement dans notre esprit la totalité du visage de cette personne. Ses yeux, sa bouche, comment tout se fonde dans un même espace. Encore plus quand cette personne nous intéresse en termes d'attirance amoureuse, sexuelle, et ainsi de suite. C'est encore plus fréquent. Donc pensez à quelqu'un qui vous intéresse, vous allez voir un acteur ou même quelqu'un que vous connaissez, ou une actrice, ou ce que vous voulez. Vous allez voir, vous connaissez très bien son visage. Vous voyez la commissure où elle se situe, vous voyez la forme du nez, la forme de la bouche, vous pouvez décrire les yeux, le type de coupe de cheveux, vous pouvez vraiment être très précis. Si je vous demande de vous décrire votre propre visage, à l'inverse, vous allez fonctionner par morceaux, c'est-à-dire que vous allez pouvoir concevoir votre visage essentiellement par morceaux. C'est très difficile, hein. On est passé dans une nouvelle génération avec les selfies, avec les téléphones qui a plus d'habitude de se voir, et je pense du coup vous risquez que ça risque d'être moins flagrant pour vous, mais je vous le dis, même pour cette génération-là, c'est un mécanisme, psychologique qui est normal, qui est qu'on conçoit notre visage de manière morcelée. Essayez vraiment, juste en termes d'image et mémoire, de voir votre visage en entier, vous allez voir, c'est bizarre. Vous voyez les yeux, puis le nez, puis la bouche, mais par morceaux. Et ça vient du fait que vous-même, quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous vous regardez, vous vous voyez en détail. Vous vous êtes trop vu pour continuer à vous concevoir dans un entier de visage. Vous voyez en entier que par bribes, que par moments très courts. Avoir vraiment une image de votre visage simple et stable, ça demande un exercice. Ça demande de faire des autoportraits sans arrêt, des selfies et des trucs comme ça. C'est pour ça que je dis que il y a certains d'entre vous qui vont me dire non, 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 ça ne m'arrive pas. Mais réfléchissez bien, c'est probablement parce que vous vous regardez énormément, ou très probablement avec les outils actuels, vous faites beaucoup de selfies, ou encore du dessin en autoportrait, de la peinture, ainsi de suite, et vous vous connaissez mieux. C'est mon cas par exemple, et du coup je me suis beaucoup décidé à une époque, et donc j'aurais tendance à mieux connaître mon visage et pouvoir le voir. Mais la majorité d'entre vous, j'en suis convaincu, j'ai même un feu, ne voit son visage, n'arrive à penser son visage que en image mémoire, que par morceaux. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Eh bien tout simplement parce que ça veut dire que plus un visage va être synthétique en dessin, plus vous allez projeter votre propre visage dessus. Parce que vous-même, vous pensez votre visage de manière synthétique. Et oui, je sais, c'est dingue, hein, ça décoiffe, mais c'est une réalité simple qui est très bien expliquée dans le livre dont je viens de vous parler de Scott McCloud. Et tout ça pour revenir vers le monde des super-héros, c'est du même ordre. C'est-à-dire que si vous inculquez un costume de super-héros dans un film, il va falloir lui donner de la vraisemblance. D'emblée, il va paraître clownesque et décalé, parce que c'est la nature du cinéma qui fait ça. Dans la bande dessinée, c'est l'inverse. Plus vous êtes synthétique et plus on va se sentir dans le personnage. Au cinéma, c'est l'inverse. Il faut réussir à donner de la vraisemblance à des choses qui sont d'a priori clownesques. Et ça avait été bien senti par Titans et pas... mal senti, bien senti par Titans saison 1 et par les séries HBO telles que Watchmen, et mal senti par Titans saison 2. Oui, je sais, je vous ai fait un gros détour, mais tout ça pour dire, on a ce corps, cette solidité dans les séries HBO, qui fait que quand on a la marque HBO derrière, souvent on arrive en terrain conquis,
Malheureusement, parce que c'est vrai, là, quand tu enchaînes la qualité, ben, au bout d'un moment, on est obligé de dire la qualité, elle est là, elle est concrète. Et c'est le cas de Tchernobyl. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou.